Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous souhaite les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, la nutrition a été au cœur de la discussion au Palais d'État d'Yavlou aujourd'hui. Le chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina, a reçu aujourd'hui la sous-secrétaire générale des Nations Unies et coordinatrice du mouvement pour le renforcement de la nutrition, Afshan Khan, accompagnée de l'envoyé spécial pour la nutrition et secrétaire général du sommet de la nutrition pour la croissance, mais également secrétaire général du sommet de la nutrition, sommet qui se tiendra à Paris au mois de mars. Ces deux personnalités ont été convaincues de la volonté de Madagascar de lutter contre la malnutrition. Elles ont également souligné que Madagascar a un chef d'État qui possède la détermination et le leadership pour lutter contre ce fléau. Reportage signé Judikel Rangenerin et Andorra Zanjabi. Les discussions qui ont eu lieu à Yavlou aujourd'hui entre le chef de l'État malagasy Andry Rajoelina, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et coordonnatrice du mouvement pour le renforcement de la nutrition, Afshan Khan, mais aussi l'envoyé spécial pour la nutrition et secrétaire général du sommet de la nutrition pour la croissance, Brieux Pan, revêtent une grande importance pour les relations internationales, mais surtout pour le peuple malagasy. De nombreux points ont été discutés, notamment l'amélioration des conditions de vie de la population, les conditions des femmes et des enfants, le changement climatique, et la lutte contre la malnutrition. Le président Andry Rajoelina a souligné les efforts déjà déployés par le pays pour améliorer le domaine de la nutrition, surtout de la vision de Madagascar d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et risicole. Je salue l'engagement du président à améliorer la situation de nutrition. La nutrition, c'est quelque chose qui amène de plusieurs secteurs, il est multisectoriel, mais c'est aussi quelque chose qui peut rendre beaucoup mieux le capital humain à long terme, la capacité d'un petit enfant pour se grandir. Et deuxièmement, ça influence aussi la production brute et l'investissement dans le pays comme tel. Le président Andry Rajoelina est lucide et clairvoyant sur la situation dans le pays et recherche des solutions pérennes pour son peuple, selon le secrétaire général du sommet de la nutrition, Brieux Pan. Madagascar participera à ce sommet qui se tiendra à Paris vers la fin du mois de mars. Nombreuses sont les difficultés dans la lutte contre la malnutrition, mais Madagascar, sous la conduite du chef de l'État, est prêt à les affronter, a précisé ce responsable. Les défis sont multiples et notamment le défi des conséquences du changement climatique qui place la population sous pression, sous tension. Et je tiens à dire que j'ai rencontré aujourd'hui un chef de l'État lucide sur les problèmes, sur les difficultés, sur les défis, mais également volontaire. Je me réjouis des engagements que Madagascar s'apprête à présenter lors du sommet N4G, qui sont des engagements qui vont positionner Madagascar en fer de lance de la lutte contre la malnutrition. Madagascar vise la réalisation des objectifs de développement durable de 2030. Vaincre la famine et la malnutrition figure parmi les priorités. Madagascar s'achemine vers ces objectifs et cette rencontre à Yavlou, mais aussi la participation de Madagascar à ce sommet à Paris en mars constitue une grande étape. En effet, elle démontre la volonté de l'État malagasy de travailler pour le peuple, d'une part, et la volonté des partenaires de soutenir les projets, d'autre part. Dans un tout autre sujet, parlant de la météo, à 15 h, le mauvais temps qui se forme dans le canal de Mozambique se situait à environ 645 km à l'ouest, légèrement au nord-ouest de Tuliar. Il apporte des vents de 55 km/h avec des rafales de 75 km/h à proximité de son centre selon les informations du service météo. Il se déplace vers le sud-est et à une vitesse de 10 km/h. Il devrait s'accentuer dans les prochaines 24 heures et se transformer en cyclone. Il poursuivra sa route vers le sud-est à partir de cette nuit et pourrait attaquer directement la partie sud de l'île en fin de semaine. Les conditions météorologiques en mer sur les côtes ouest et sud-ouest sont déjà très perturbées en raison des orages, des vents violents et des vagues venant du nord. Afin de s'y préparer, les habitants des régions et districts suivants sont priés d'appliquer les mesures liées à l'alerte verte Anjoy, Tuliar 1 et 2, Impani, Imbos Atim et Tulian et Tolaniar. Concernant le mauvais temps dans l'océan Indien,
celui-ci a augmenté en puissance et a été classé tempête tropicale modérée et dénommé Garance. Il se dirige vers le sud-est, c'est-à-dire qu'il atteindra les îles de la Réunion et Maurice. Il devra s'éloigner de Madagascar dans les prochains jours, selon les précisions de météo. Puisqu'on a parlé de la météo, parlons des bilans des derniers intempéries de ces derniers jours. D'après le rapport publié aujourd'hui par le BNGRC, le nombre des victimes des fortes précipitations qui ont commencé le 14 février dernier s'élève à 24 morts. On dénombre également 21 250 sinistrés et 7 802 personnes déplacées. Christelle Rakous-Malal nous en dit plus. 8 régions, 21 districts et 41 communes ont été touchés par ces intempéries selon le BNGRC. Le bilan fait état de 24 décès, 5 à Tolagnar, 1 à Nzouzourbe, 1 à Farafangan, 9 à Antananarivo, 1 à Ikung, 2 à Mbujachim, 1 à Manzakanjin, 1 à Batfinanjan et 3 à Nusvark. 3 personnes ont été blessées, tandis que 21 250 sinistrés, issus de 5 587 foyers, se retrouvent sans abri. Par ailleurs, 7 802 personnes appartenant à 2 290 ménages ont dû être déplacées. Concernant les habitations, 3 769 maisons ont été inondées, 7 ont subi des dégâts et 15 ont été complètement détruites. Restons toujours avec Ruth Christelle Rakous-Malal dans ce reportage où l'un des priorités de Radziwiłł Yves Hugues, nouveau premier président de la Cour suprême, est l'accélération du traitement des dossiers, notamment les litiges fonciers. Il met également un point d'honneur à assurer le suivi de l'exécution des décisions de justice définitives et à renforcer la lutte contre l'exportation illicite des ressources naturelles. Il a été officiellement installé aujourd'hui à Anoussi. Reportage. Radziwiłł Yves Hugues succède à Rana Rakut-Naval Robertson, parti à la retraite. Son décret de nomination a été validé au Conseil des ministres le 19 février dernier. Il a réaffirmé son engagement à garantir une justice transparente et exempte de corruption, conformément aux objectifs du ministre de la Justice, Rakut-Madi Benjamin Alexis. Lors de sa prestation de serment aujourd'hui, il a annoncé que l'accélération du traitement des dossiers judiciaires, en particulier les contentieux fonciers, ainsi que le contrôle de l'exécution des décisions de justice définitive, figure parmi ses principales priorités. Il a également insisté sur l'importance de la collaboration avec les forces de l'ordre, notamment concernant la lutte contre les exportations illicites et la lutte contre le kidnapping. En tant que premier président de la Cour suprême, Radziwiłł Yves Hugues assume également la présidence de la Haute Cour de justice, fonction pour laquelle il a également prêté serment aujourd'hui. Parlons à présent santé. La signature du renouvellement du protocole d'accord sur l'envoi des médecins chinois à Madagascar s'est tenue hier au ministère des Affaires étrangères à Anoussi. Ces médecins chinois travailleront chez nous pendant 2 ans et grâce à ce protocole d'accord, Madagascar accueillera le 24e mission de ces médecins chinois. Reportage sur les images de Nzara Njiansu. Une coopération dans le domaine de la santé existe entre Madagascar et la Chine depuis 1975, notamment à travers l'envoi des médecins chinois chez nous. Plus de 700 médecins chinois ont travaillé dans notre pays, exerçant dans différents domaines de la santé, notamment dans les endroits difficiles d'accès, mais aussi pour la formation et le renforcement des capacités des médecins malagasy. La prochaine mission arrivera bientôt à Madagascar et travaillera dans 4 hôpitaux. La 24e mission qui arrivera prochainement est un témoignage renouvelé de l'engagement constant du gouvernement chinois envers le développement de notre secteur de la santé. Composée de médecins spécialisés et expérimentés, cette mission se rendra dans plusieurs régions du pays, en particulier dans les zones les plus vulnérables, Antananarivo, Samad, Batmanj, Muvumbe, pour offrir des soins de qualité, former nos équipes locales et améliorer l'accès aux services médicaux pour tous nos citoyens. Nous sommes convaincus que leur présence contribuera une fois de plus à renforcer les capacités de notre système de santé. Monsieur l'ambassadeur, le rôle des missions médicales chinoises va bien au-delà de l'apport direct de soins. Elles offrent à nos professionnels de santé l'opportunité de développer de nouvelles compétences
et d'échanger avec leurs homologues chinois, renforçant ainsi l'expertise locale. Ces médecins chinois travailleront à Madagascar pendant 2 ans. En effet, hier a été signé le protocole de l'accord de coopération entre Madagascar et la Chine pour l'envoi des médecins chinois à Madagascar au ministère des Affaires étrangères à Anossi. Outre l'assistance médicale et le partage d'expériences, les médecins chinois offriront des soins gratuits dans les hôpitaux où ils travailleront selon les informations. Je tiens à exprimer, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, son Excellence Monsieur Andrazoui, et au nom du gouvernement malagasy, notre plus sincère gratitude au gouvernement chinois, aux médecins et aux équipes qui, année après année, font preuve d'un dévouement exceptionnel. Leur travail sur le terrain a un impact direct et concret sur la vie de nombreux Malagasy. Et c'est avec la même fierté qui nous anime que nous poursuivons cette collaboration qui continuera de porter ses fruits pour le bien-être de nos populations. Que le gouvernement malagasy réaffirme son engagement envers ce partenariat unique. Nous sommes confiants que la 24e mission marquera une étape importante dans l'approfondissement de nos relations bilatérales et qu'elle contribuera au renforcement de notre système de santé pour les générations futures. L'envoi de missions de médecins chinois à Madagascar marque le renforcement de la coopération et des relations diplomatiques fondées sur la coopération sociale et économique entre Madagascar et la Chine. Ce sera la 24e mission du genre. Restons toujours dans cette page santé. Le cancer du sein est à l'origine de nombreux décès à Madagascar jusqu'à ce jour. Le col de l'utérus le suit à la 2e place. Ces cancers sont courants pour les femmes malgaches, raison pour laquelle le ministère de la Santé publique priorise la lutte contre ces cancers en collaboration avec de nombreux partenaires. Parmi ces partenaires, justement, la Fondation Akbar Ali offre des services gratuits à plus de 300 000 bénéficiaires depuis 2013 jusqu'à ce jour. Depuis 2024, la Fondation a intensifié ses activités et 10 920 personnes ont bénéficié de dépistage du cancer du col de l'utérus, ce qui a permis de constater 9,4% de cas d'anomalies détectés. 490 coloscopies ont également été effectuées et 14 780 examens cliniques des seins ont permis de détecter 76 cancers confirmés grâce à 118 biopsies. Le professeur Dangou, expert international que la Fondation, fait le bilan des activités justement de la Fondation dans cette interview. Les publications scientifiques montrent que le premier cancer de la femme à Madagascar, c'est le cancer du sein et il est suivi de très près par le cancer du col de l'utérus. C'est les 2 cancers les plus fréquents chez la femme. Et c'est les 2 cancers qui tuent le plus chez les femmes à Madagascar. Nous savons tous que dans les populations africaines, la femme est le pilier de la famille. C'est la femme qui gère les ressources financières de la famille. C'est la femme qui fait les enfants. Donc si la femme n'est pas en bonne santé, l'économie familiale ne pourra pas marcher. Si l'économie familiale ne marche pas, l'économie de la communauté où vit la femme ne marchera pas. Et au-delà de la communauté, l'économie du pays ne marchera pas. Donc, le fait que la Fondation Akbar Ali essaie d'améliorer la santé de la femme et son bien-être, elle contribue au développement du pays. Toujours dans cette page sociale, mais parlons plutôt aux constructions des routes. Le gouvernement procède actuellement à la réhabilitation de la RN18 reliant Wangenjan et Befutaka Atsim. Cette route nationale qui était un véritable cauchemar pour les usagers depuis de nombreuses années, surtout pendant la saison estivale en raison de la présence de nombreux points noirs selon l'élu de la circonscription de Wangenjan. Les travaux sont financés par le gouvernement malgache et dureront 8 mois. Reportage de Oube Rassamanan. Depuis de nombreuses années, la RN18 dans la région Atsimu-Atsnanan, qui relie Wangenjan et Befutaka Atsim, a été un véritable cauchemar pour les usagers. Une route longue de 137 km où sont constatés de nombreux points noirs, notamment en cette saison estivale, rendant difficile le transport des marchandises et la circulation des passagers.
Il faut près de 3 jours au camion pour parcourir cette route nationale en cette saison des pluies si elle se fait en 16 heures pour les 2 roues. Suite aux appels des habitants et des différents responsables locaux, le gouvernement procède actuellement à la réhabilitation des points noirs sur cette route nationale. L'achèvement de cette route nationale 18 améliorera l'économie de la région. Il sera facile de transporter des produits et de nombreux emplois seront créés, selon le député élu dans cette circonscription lors de sa visite sur les lieux. De nombreuses communes bénéficieront de nombreux avantages grâce à la réhabilitation de cette route nationale. À noter que le gouvernement malgache finance cette réhabilitation dans les travaux durant 8 mois. Toujours dans cette page sociale, mais revenant dans la capitale, offrir des services de bonne qualité, rapides, transparents et décents à la population, tel est l'objectif de la commune urbaine d'Antananarivo, a affirmé aujourd'hui le maire Arala Ramanantsoa. Le manque de matériel constitue l'un des obstacles qui empêchent la réalisation rapide de ces tâches de l'administration, notamment dans les 6 arrondissements de la capitale. Ainsi, aujourd'hui, la CUA a reçu des matériels informatiques du projet Produire qui est financé par la Banque mondiale. Le point avec Anena Martina, c'est Sylvain sur les images de Secha Angelab. Les matériels octroyés par le projet Produire sont principalement utilisés pour l'amélioration et l'aménagement de la ville d'Antananarivo. Des outils informatiques pour faire l'état des lieux des constructions, mais aussi pour relier les 6 arrondissements. Ainsi, ces nouveaux outils amélioreront grandement le travail dans les 6 arrondissements de la capitale. L'objectif est d'offrir également des services décents à la population d'Antananarivo, a déclaré la maire. Cela fait partie de Produire, un projet financé par la Banque mondiale pour améliorer l'administration de la commune, raison pour laquelle ce programme a fourni des équipements. Pour rappel, Produire est un projet gouvernemental mis en œuvre par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire qui a pour objectif l'amélioration de la vie de plus de 500 000 personnes vulnérables dans les zones basses d'Antananarivo et ses environs. Et les inscriptions pour l'examen du CEPE à travers toute la Grande Île se termineront le vendredi 28 février prochain si elles ont débuté le 6 janvier 2025. La date limite d'inscription à l'examen officiel du BEPC est le 7 mars 2025 si elle a débuté le 13 janvier 2025. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale exhorte ceux qui n'ont pas encore procédé à cette inscription à le faire sans plus tarder. Parlons sport à présent. Le ministre de la Jeunesse et des Sports est actuellement en Égypte pour participer au Salon international du sport dans le but de développer le monde du sport à Madagascar. Ce salon international a débuté hier et se terminera demain, 26 février. Les détails avec Felana Rakotarsoul. Madagascar, à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports, participe actuellement au Salon international du sport qui se tient pendant 3 jours au Caire, Égypte. Cet événement a débuté hier et prendra fin demain. Il constitue une opportunité stratégique car il réunit les plus grandes organisations sportives, des athlètes de renommée internationale et des experts du secteur. À cet effet, il offre une plateforme de dialogue et d'échange sur les meilleures pratiques. Il s'agit également d'un cadre idéal pour établir des partenaires stratégiques, pour mobiliser des investissements et valoriser les talents malgaches sur la scène internationale. Il est important pour Madagascar de participer à ce salon international pour faire connaître et mettre en valeur notre pays à travers les compétences des athlètes malgaches. Le secrétaire général de la CAF, Véran Mosango Omba, a reçu le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de cet événement. Durant cette rencontre, les 2 parties ont échangé sur la possibilité pour Madagascar d'accueillir des compétitions internationales telles que la CAN de beach soccer et la CAN de futsal. Passons à présent aux actualités internationales de ce soir. Des centaines d'Argentins ont assisté hier, lundi 24 février 2025, à une messe à ciel ouvert à Buenos Aires dédiée à leur compatriote, le pape François, hospitalisé dans un état critique à Rome pour une double pneumonie. France 24 nous en dit plus. La messe s'est tenue sur une place particulière de la capitale argentine. C'est ici que le pape François, alors archevêque, présidait des célébrations et dénonçait les inégalités et injustices dans son pays. Ce lundi, c'est son état de santé qui était au cœur des prières de ces Argentins. Cher François, nous sommes là pour toi et nous te demandons de ne pas abandonner car nous avons besoin de toi. Vive le pape François, vive le pape François, vive le pape François.
En ce moment critique, je crois que les Argentins et le monde entier doivent s'asseoir et discuter du rôle et de la dimension historique du règne du pape François, car il est le seul dirigeant humaniste qui remet en question, critique et souligne la réalité de la classe ouvrière et des pauvres. En Argentine, mais aussi en Pologne ou encore au Honduras. Ces derniers jours, les messes dédiées au pape François se sont multipliées à travers le monde catholique. À Rio de Janeiro, l'émotion est vive. Le Brésil est le pays qui compte le plus de fidèles. Je me suis souvenu de sa visite à Rio de Janeiro. Il est passé devant ma porte. J'étais à la fenêtre. C'était une très grande émotion, un bonheur de le voir comme ça, de près, de très près. Je prie pour son rétablissement, car c'est très difficile. Le souverain pontife reste dans un état critique, mais le Vatican a annoncé une légère amélioration ces dernières heures. Et les États-Unis ont abandonné hier leur soutien traditionnel à l'Ukraine en s'alliant avec la Russie lors des votes décisifs à l'ONU, marquant une rupture avec la politique menée sous l'administration Biden. France 24. L'ONU, champ de bataille diplomatique entre les États-Unis et l'Europe. Lundi, une première résolution préparée par l'Ukraine et ses alliés européens est soumise au vote de l'Assemblée générale. Elle demande la fin des hostilités menées par la Russie et le retrait immédiat de ses troupes. Pour 93, contre 18, abstention 65. Le projet de résolution est adopté. Parmi ceux qui ont voté contre, la Russie bien sûr, mais aussi les États-Unis qui déposent une résolution concurrente. Elle réclame la fin rapide du conflit sans mentionner l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un texte très largement modifié par plusieurs amendements de pays européens. Avant d'être finalement adopté, il reconnaît la responsabilité du Kremlin. Loin de s'avouer vaincu, Washington revient à la charge en soumettant la résolution dans sa version initiale au Conseil de sécurité. Notre projet de résolution est élégant dans sa simplicité, un premier pas symbolique et simple vers la paix. Cette fois, la Maison-Blanche enregistre une victoire. La résolution est adoptée après le rejet de tous les amendements proposés par les États européens. Le Royaume-Uni et la France s'abstiennent d'utiliser leur droit de veto. La France appelle à une paix globale, juste et durable, et certainement pas à la capitulation de l'agressé. Les États-Unis et la Russie ont donc voté ensemble un texte au ton neutre sur la guerre en Ukraine. Une rupture majeure avec l'ère Biden, au moment où Donald Trump tente de négocier un accord avec Vladimir Poutine. Et pour clôturer les actualités de ce soir, dans la bande de Gaza, le ministère palestinien de l'Éducation a annoncé dimanche 23 février dernier la reprise de l'année scolaire dans la bande de Gaza après la suspension de l'offensive israélienne qui a duré 15 mois. D'après les chiffres palestiniens, 85% des écoles à Gaza ont été rendues inopérantes par les bombardements israéliens. France 24 toujours. Exercice matinal avant les premières leçons pour les élèves de cette école primaire de Gaza. Ces enfants sont enfin de retour en classe après 15 mois de guerre, mais ils restent encore peu nombreux à avoir cette chance. Pour la nouvelle année scolaire, plus de 400 élèves sont inscrits. Les salles de classe sont très limitées en raison de la forte demande des habitants du quartier qui sont revenus du sud. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde en raison du manque de salles de classe dans les écoles. Selon le Hamas, 85% des écoles de la bande de Gaza ont été détruites. Dans les quelques établissements encore debout, les classes sont surchargées et les élèves manquent de tout. Alors, il faut trouver des solutions. Nous avons essayé de fournir de la papeterie à tous nos étudiants. Certaines institutions soutenant le projet ont fourni des repas et des articles de papeterie aux élèves, tandis que d'autres ont fourni des uniformes scolaires, des vestes, des vêtements d'hiver. La remise sur pied du système éducatif à Gaza est estimée à plus de 2 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.